Oui, je pense qu'on va pouvoir, commencer. Mmh. Très bien. Alors, bonjour, à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Elie Vélissaropoulos, conseil en propriété industrielle et responsable du pôle de surveillance douanière, chez Novagraph. Alors, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Novagraph est un cabinet de conseil en propriété industrielle, dont la mission est d'accompagner les entreprises dans la protection, la gestion, la valorisation de leurs actifs immatériels, des marques au brevet, en passant par les dessins et modèles. Donc, au nom de toute l'équipe, merci de nous rejoindre. J'ai le plaisir de co-animer cette session avec mon collègue Marc-Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc-Emmanuel Menet, responsable du pôle nom de domaine et Internet, et mon rôle, c'est d'accompagner les clients dans la protection de leur marque dans l'univers digital. Aujourd'hui, nous allons connecter avec Elie, nos deux expertises, pour vous offrir une vision à 360 degrés de la lutte anti-contrefaçon. Nous parlerons donc ici de stratégies concrètes et précontentieuses pour lutter efficacement contre ce fléau dans le secteur de la mode. Un point important avant de commencer, à l'instar de notre précédent webinaire dédié au sport, ce webinaire est présenté en français, sous-titré en anglais et néerlandais avec un support en anglais. Et petit point, à la fin du webinaire, on vous demande, s'il vous plaît, de prendre 5 minutes pour noter la qualité de la traduction. Merci. Parfait. Donc, effectivement, ce webinaire est le deuxième volet d'une trilogie. Nous avions d'abord étudié le secteur sportif avec une contrefaçon rythmée par des pics événementiels. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un défi d'une nature différente, celui de la mode et le problème du volume de la contrefaçon avec un flux industriel massif et permanent. Exactement, Elie. Et Mhm. ce volume que tu décris a aujourd'hui un visage très clair, c'est celui du e-commerce. Les chiffres du bilan 2025 des douanes françaises sont formels. La mode est la catégorie numéro 1 des importations par petit colis en valeur, représentant à elle seule 2,6 milliards d'euros. Le volume, c'est aussi ce flux incessant de paquets qui arrivent chaque jour sur notre territoire. Tout à fait. Et ce flux massif ne s'attaque pas seulement aux marques, mais aussi, comme nous l'expliquerons tout au long de ce webinaire, à ce qui fait l'essence même des créations de mode. Précisément, c'est-à-dire leur esthétique. Nous verrons donc comment protéger à la fois le nom et la forme face à des stratégies de contrefaçon de plus en plus sophistiquées. Tout à fait. Et pour y parvenir, nous présenterons donc rapidement un panorama des conséquences de la contrefaçon dans le secteur de la mode, suivi d'une analyse des tendances adoptées par les contrefacteurs. Et enfin, nous passerons à la stratégie à mettre en place pour protéger efficacement vos créations. Commençons alors par le panorama. Alors, pour comprendre l'ampleur du volume, les chiffres sont sans appel. En effet, il ressort du rapport de l'EIPO de janvier 2024 sur l'incidence économique de la contrefaçon dans le secteur de l'habillement que chaque année, la contrefaçon dans le secteur de l'habillement et des chaussures représente près de 12 milliards d'euros de pertes de vente annuelles dans l'Union européenne, ce qui équivaut à 5,2% du chiffre d'affaires total du secteur, et un impact social tout aussi massif avec 160 000 emplois directs perdus. Mais l'impact va bien au-delà du financier. On retrouve bien sûr l'image de la marque qui est en jeu car elle devient associée à des produits dangereux ou d'éventuelles moindres qualités, ainsi que des réseaux criminels. Le bilan des douanes françaises de 2025 confirme l'intégration constante et croissante de la contrefaçon dans les schémas de polycriminalité aux côtés du trafic de stupéfiants ou d'armes. Alors, il y a aussi la tromperie du consommateur qui pense peut-être acheter un produit authentique alors que ce n'est pas le cas, et des risques sanitaires avec des produits qui ne répondent et qui ne respectent aucune norme en matière de sécurité. Effectivement, et ces risques sont aujourd'hui démultipliés par des tendances de fond que nous allons maintenant analyser. Mais avant de prendre de la hauteur, regardons ce que les autorités constatent concrètement sur le terrain à travers une opération d'envergure. Parfaitement. Pour comprendre les modes opératoires actuels des contrefacteurs dans le secteur de la mode, prenons l'exemple de l'opération Fake Star 2,
Opération coordonnée dans le cadre Impact avec Europol en 2023 et qui a impliqué 18 pays. Comme vous le voyez sur le graphique, cette opération a donné lieu à la saisie de près de 14 millions de produits, parmi lesquels on retrouve notamment plus de 5 millions d'étiquettes, ce qui illustre une tendance marquante que nous verrons plus tard, plus d'1 million de vêtements de sport, plus de 600 000 sacs et portefeuilles, plus de 550 000 paires de chaussures, etc. Donc, grosse opération qui nous donne une vision très claire de la réalité du terrain vue par les forces de l'ordre. Et cette opération nous donne aussi quelques leçons stratégiques. Premièrement, l'opération a tracé la majorité des produits jusqu'en Chine et en Turquie. Deuxièmement, les autorités ont constaté que la contrefaçon s'étend bien au-delà du luxe pour toucher aussi des marques plus abordables. Troisièmement, les forces de l'ordre ont spécifiquement détecté des atteintes à des droits de dessin et modèle, ce qui confirme que la forme du produit est devenue une cible à part entière et donc un point de vigilance crucial pour toute stratégie de protection. Et enfin, et c'est le point le plus important, la confirmation des stratégies de localisation suivies par les contrefacteurs. Stratégie qui consiste à envoyer séparément les produits nus et les différentes étiquettes et autres marquages pour une phase d'assemblage directement dans le territoire de destination, ce afin évidemment de déjouer les contrôles. Dans notre exemple, l'opération a révélé que 65% des produits retenus concernaient des étiquettes ou des produits non marqués destinés à une phase finale d'assemblage en Europe. Et ces conclusions de terrain de l'opération FECSTAR 2 confirment parfaitement les tendances logistiques plus larges observées par les autorités. Comme vous le voyez ici à travers les données générales concordantes de l'EIPO et des douanes françaises, les principales sources de production sont confirmées. La Chine demeure le pays de production majeur, c'est une usine mondiale de la contrefaçon. La Turquie s'impose également comme l'un des principaux pays sources à destination du marché européen, en particulier pour le textile. Ce que l'on sait aussi pour le secteur de la mode plus précisément, c'est qu'il n'existe pas une seule géographie de la contrefaçon. Pour la chaussure, les flux semblent effectivement concentrés autour de la Chine et de la Turquie, alors que pour le vêtement, en revanche, les routes seraient en fait beaucoup plus dispersées et mondialisées. Autrement dit, les flux se diversifient et deviennent de plus en plus complexes à surveiller. Alors, la carte établie par les douanes françaises nous montre aussi que les produits sont ensuite acheminés vers l'Europe selon plusieurs modes de transport. Le maritime reste incontournable pour les gros volumes industriels en provenance d'Asie. D'ailleurs, on a un exemple particulièrement parlant qui est celui de la saisie réalisée au port Saint-Louis à Fos en 2023, avec près de 900 000 articles contrefaisants interceptés dans 3 conteneurs en provenance de Chine, pour une valeur estimée à plus de 168 millions d'euros. Le routier, lui, occupe également une place croissante, notamment pour un acheminement rapide depuis la Turquie vers les marchés européens. Et enfin, il y a aussi la voie aérienne portée par l'explosion du commerce en ligne. Nous passons alors d'une logique de conteneurs à une logique de milliers de petits colis individuels qu'on appelle souvent le trafic fourmi du e-commerce. Et les douanes de Roissy en ont donné d'ailleurs une illustration frappante lors d'une opération menée en 2025 avec le contrôle de 320 000 colis et plus de 500 000 articles. Tout à fait. Tout à fait. Ces exemples montrent l'ampleur du défi auquel sont confrontées les autorités, avec d'un côté la gestion de flux industriels de plusieurs tonnes et d'un autre côté des centaines de milliers d'envois individuels. Et le chiffre qui doit nous alerter est celui du petit colis. Les douanes françaises ont intercepté en 2025 plus de 800 millions d'articles envoyés en petits colis de moins de 150 €, dont près de 90% en provenance de Chine. Et 3 plateformes de vente en gros et de social commerce concentrent à elles seules près de 3/4 de ces envois, savoir Chine, Temu et AliExpress pour ne pas les citer. Selon une étude conjointe OCDE-EIPO sur le sujet, plus de 50% des produits contrefaisants saisis aux frontières de l'Union européenne proviennent aujourd'hui de transactions en ligne. Le e-commerce est devenu le premier canal de distribution de la contrefaçon devant tous les autres.
Et ce basculement s'explique par la dynamique du online lui-même. Entre 2018 et 2020, les ventes au détail en ligne ont progressé de 41% dans les grandes économies, contre moins de 1% pour le commerce de détail dans son ensemble. C'est cet écart de croissance que la contrefaçon est venue exploiter. Mais la donnée la plus stratégique pour nous, professionnels de la protection des marques, est ailleurs. La Chine est identifiée comme pays d'origine dans plus de 75% des cas de saisie liés à l'e-commerce, un taux encore supérieur à sa part dans la contrefaçon prise dans son ensemble. Cela confirme que le online ne se contente pas d'accompagner le phénomène, il en redessine la géographie et en concentre les acteurs. Il faut désormais surveiller et agir sur le online lui-même en tant que canal à part entière. Et Marc-Emmanuel, tu nous confirmes que dans ce canal principal du online, on retrouve plusieurs sous-canaux. Oui, tout à fait, Elie. Et le premier sous-canal à surveiller en ligne est celui du faux site marchand, qui reste un classique, mais dont la sophistication a considérablement augmenté. Le schéma type combine un nom de domaine reprenant la marque avec des termes anglophones comme online, outlet, sale, store, shop, ou des termes francophones comme pas cher ou par exemple solde. Et attention à une idée reçue, déjà évoquée par Ellie et illustrée par l'exemple de l'opération Fake Star 2. Ce ne sont pas seulement les marques de luxe qui sont ciblées. Nous observons très régulièrement des atteintes sur des marques accessibles, y compris des marques destinées aux enfants, ce qui casse le mythe du contrefacteur qui ne viserait que le très haut de gamme. Le point de vigilance technique, c'est que ces sites ne se contentent plus de vendre du faux, ils captent aussi les données de paiement et les données personnelles du consommateur. C'est ce qu'on appelle la double peine. La victime perd son argent sur un produit contrefaisant et voit en plus ses données bancaires exposées ou revendues. Cet argument va changer complètement le narratif auprès du grand public. C'est plus seulement un enjeu de propriété intellectuelle, c'est un enjeu de cybersécurité et de protection du consommateur, ce qui nous ouvre d'ailleurs des voies d'action complémentaires, notamment via les autorités de protection des données. Alors, durant notre dernier webinaire sur le sport, tu évoquais un autre canal, le social selling. Je suppose qu'on le retrouve beaucoup dans le domaine de la mode. Oui, tout à fait. C'est le deuxième sous-canal et sans doute le plus dynamique aujourd'hui. On parle de social selling. Une étude de référence de l'EIPO portant sur près de 4 millions de conversations publiques analysées dans 6 pays de l'Union européenne, dont la France, montre que les vêtements, les chaussures et la joaillerie forment le trio de tête des catégories les plus contrefaites en ligne, avec respectivement 36%, 21% et 20% des mentions. La mode domine donc très largement le commerce social, le social selling, quand il s'agit de contrefaçon. Et côté perception, une étude française très récente indique que 40% des Français pensent pouvoir acheter de la contrefaçon sur les réseaux sociaux. C'est un chiffre qui grimpe à 43% chez les 15-18 ans, soit une hausse de 19% en 5 ans. Une technique mérite aussi d'être expliquée car elle est peu connue, le hidden link ou vente déguisée en français. Donc l'annonce publique affiche un produit anodin, un t-shirt basique ou une coque de téléphone par exemple, tandis que l'acheteur, recruté généralement via une messagerie privée ou via un réseau social, commande en réalité un produit contrefaisant grâce à un code communiqué à part. Les instructions données aux clients incluent d'ailleurs souvent la consigne explicite de ne jamais mentionner la marque dans les échanges avec la plateforme. C'est un contournement qui est redoutable et qui permet de contourner des outils de détection automatique par mots-clés. Et c'est un argument solide pour justifier auprès de vos directions le maintien d'une surveillance humaine et de véritables achats tests qu'un algorithme ne peut remplacer à ce stade. Autre phénomène à connaître, le kinky, c'est une zone grise assumée. Il s'agit de produits inspirés de créations de luxe, sans logo ni marque apposée, présentés comme des copies de très haute qualité, parfois vendues plusieurs centaines d'euros. Le point juridique essentiel à retenir ici, c'est que l'absence de marque ne signifie absolument pas l'absence de protection. Le design et la forme du produit restent protégeables sous certaines conditions.
Enfin, dernier sous-canal, la seconde main, en plein essor et de plus en plus infiltrée par des produits contrefaisants qui se glissent parmi des annonces authentiques, ce qui pose un problème spécifique de protection à grande échelle sur des volumes considérables d'annonces quotidiennes. Le point commun à tous ces sous-canaux, c'est que le consommateur n'est plus systématiquement une victime passive. Une partie du public va acheter en connaissance de cause, ce qui doit nourrir en parallèle de vos stratégies d'enforcement un vrai volet de sensibilisation. Et maintenant que le décor est planté, nous allons passer à la partie qui est peut-être la plus attendue. Comment construire une stratégie de protection réellement efficace? Tout à fait. Donc avant de détailler chaque outil, retenons une idée essentielle, et pourtant simple, qui est qu'un produit peut être protégé simultanément par plusieurs droits de propriété intellectuelle. Prenons l'exemple d'un sac. Son nom pourra être protégé par une marque, sa forme caractéristique par une marque, un dessin ou modèle ou encore par le droit d'auteur. Et dans certains cas spécifiques, des innovations techniques intégrées au produit, par exemple une sangle ajustable, pourront même être couvertes par un brevet. L'objectif n'est donc ici pas de choisir entre ces droits, mais les combiner. Et si selon le territoire dans lequel vous vous trouvez, tous ces droits ne bénéficieront pas nécessairement du même niveau d'efficacité pratique, au niveau de l'Union européenne, ils peuvent être activés efficacement aux frontières et sur le terrain, comme le montrent donc ici les données issues du Detention Dashboard de l'EIPO, données donc générales sur les saisies. Ces données nous montrent que si la marque reste le droit numéro 1 appliqué sur les produits saisis par les autorités européennes, nous retrouvons aussi une part significative de saisies impliquant des violations de droits d'auteur, en particulier en surveillance intérieure du marché, de même qu'une part, certes plus infime, de violations de modèles. Alors, pour aller plus loin encore dans la réflexion, notez que les données de l'EIPO font également apparaître des saisies fondées sur des brevets, même si celles-ci restent marginales. Ce panorama montre bien donc qu'un produit peut bénéficier de plusieurs couches de protection et que l'ensemble de ces protections peuvent, en Union européenne, constituer de véritables leviers d'action contre les contrefacteurs. Mais dans le secteur de la mode, nous sommes confrontés, nous l'avons vu, au phénomène de localisation, de pink tea, ou encore de la fast fashion, voire de l'ultra fast fashion, où l'attaque vise de plus en plus l'apparence même du produit. La question devient donc la suivante: comment construire un portefeuille de droits capable de protéger efficacement cette dimension esthétique? Oui, donc face au phénomène que tu mentionnes, il faut effectivement penser à protéger, si possible, l'esthétique du produit, idéalement donc sans la marque verbale et le logo habituellement apposé. Et pour ce faire, on bénéficie d'une boîte à outils qui comprend bien sûr la marque elle-même, avec tout un arsenal de marques susceptibles de protéger une forme distinctive telle que la marque tridimensionnelle, une marque de position, encore une marque de motif. Ces marques, une fois qu'elles sont enregistrées, elles offrent une protection potentiellement illimitée, sous réserve de leur renouvellement et de leur usage, bien sûr, et sont des armes redoutables. Alors d'ailleurs, dans certains territoires, comme en Chine, on privilégiera généralement une marque pour une action sur le terrain plutôt qu'un autre droit. À défaut de pouvoir obtenir une marque, le deuxième outil susceptible de protéger l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit, c'est le dessin et modèle. Et cet outil prend aujourd'hui une importance toute particulière dans le secteur de la mode avec l'émergence de la fast fashion et de l'ultra fast fashion, quand on tient compte qu'une création peut être repérée, reproduite, industrialisée et commercialisée à grande échelle en quelques semaines seulement. Donc face à cette accélération des copies, le dessin et modèle, lui, il offre un avantage majeur qui est de pouvoir être enregistré rapidement et s'adapte donc parfaitement au rythme actuel de la création dans la mode. Et d'ailleurs, notre expérience chez Novagraph montre que les agents des douanes françaises en sont friands. C'est donc un outil parfaitement utile et efficace. Troisième outil, le droit d'auteur, susceptible de protéger des créations originales. En Union européenne, vous le savez peut-être, il n'y a pas de conditions de dépôt pour pouvoir exister, mais son activation sur le terrain, elle, nécessitera un solide dossier de preuves constitué en amont de toute demande d'intervention des autorités. Alors,
Est-ce que les outils mentionnés à l'instant sont aussi efficaces en ligne, Marc? Je confirme pour le volet en ligne, pour bénéficier des procédures de retrait automatisé des plateformes, une marque verbale enregistrée est la clé d'entrée indispensable, bien que les dessins et modèles et le droit d'auteur fonctionnent aussi. Sur les grands programmes automatisés des plateformes, l'algorithme reste calibré sur le nom et le logo, pas sur la forme. Donc un dessin ou modèle ne déclenche pas la même reconnaissance automatique. En revanche, dès qu'on sort de ces programmes propriétaires pour se placer sur le terrain légal général, notamment la notification du règlement sur les services numériques, le droit invoqué est indifférent. Un dessin ou modèle enregistré, tout comme un droit d'auteur bien documenté, constitue une preuve tout aussi recevable qu'une marque pour justifier un retrait. La seule limite est le temps de traitement. Une marque se détecte par le rapprochement textuel automatisé. Un dessin, un modèle, un droit d'auteur demande un examen humain forme contre forme. Donc, retenez donc ceci. Ce sont des outils de retrait parfaitement valables en ligne, mais qui exigent un dossier de preuves soigné pour emporter la conviction de l'examinateur en un coup d'œil. Ok, super. Ce qui nous amène ensuite donc au moyen d'activer ce portefeuille de droit sur le terrain et en ligne. L'idée ici, lors de cette étape, c'est d'augmenter au global le risque et le coût pour le contrefacteur qui s'attaque spécifiquement à une entreprise et de réduire à terme les atteintes contre celle-ci. Sur la partie offline, la difficulté est que les règles ne sont pas harmonisées partout dans le monde. Il faut donc adapter intelligemment les dispositifs de protection selon les marchés clés et les pays de production. Par exemple, au niveau de l'Union européenne, nous préconisons bien évidemment la mise en place d'une demande d'intervention douanière fondée sur le règlement 608/2013, qui permet de bloquer des marchandises aux frontières des 27 États membres et d'utiliser la procédure dite de destruction simplifiée, permettant d'obtenir la destruction des marchandises contrefaisantes sans passer par le judiciaire. L'intérêt de la demande d'intervention douanière de l'Union européenne est aussi de pouvoir partager les informations sur vos produits, non seulement avec les douanes, mais également avec les autorités de police des États membres, ce qui renforce donc naturellement toute stratégie de protection sur le terrain. L'activation des douanes, elle peut être prévue plus généralement dans tous les territoires d'intérêt qui prévoient des dispositifs spécifiques de surveillance douanière pour les titulaires des droits. Et elle peut être combinée à des demandes de surveillance des marchés pour les produits déjà en libre circulation, quand cela est possible, et c'est le cas d'ailleurs en France, afin d'optimiser la protection à un double niveau, donc au niveau des frontières et au niveau du marché intérieur. En second lieu, nous préconisons des actions à la source. En Chine, par exemple, nous pouvons déclencher des raids avec l'AMR, qui est l'autorité administrative chargée de la supervision du marché, afin de mener des opérations de saisie de produits contrefaisants et, selon les circonstances, obtenir la cessation des activités d'un atelier ou d'un site de production. Nous pouvons également collaborer avec le PSB, qui est l'autorité policière compétente, pour identifier les responsables d'un réseau, démanteler des opérations de contrefaçon plus structurées et engager, lorsque les conditions sont réunies, la responsabilité pénale des contrefacteurs. Et pour finir sur ce volet, notez qu'une demande d'intervention des autorités à elle seule n'est pas suffisante, surtout lorsqu'il s'agit de protéger la forme d'un produit. Ici, effectivement, il est primordial d'aider les autorités à reconnaître vos produits, donc non seulement votre marque ou votre logo, mais aussi tous les détails qui permettent de distinguer l'authentique du contrefait, comme un packaging, une couture, un fermoir, un étiquetage ou encore un dispositif de traçabilité. Et la réponse en ligne s'articule quant à elle autour de 4 temps majeurs: sécuriser, surveiller, retirer et identifier. Sécuriser d'abord. Cela veut dire sécuriser vos marques et vos dessins et modèles, bien sûr, mais aussi vos domaines stratégiques et leurs variantes, homoglyphes et fautes de frappe incluses, ainsi que l'enregistrement de vos droits auprès des programmes dédiés des principales places de marché. Surveiller ensuite et en continu sur l'ensemble des canaux que nous venons de voir: sites marchands, marketplace, réseaux sociaux, messagerie et nouveaux enregistrements de noms de domaine. Une surveillance humaine reste indispensable pour détecter les hidden links et qualifier correctement un pinky.
Retiré ensuite avec un arsenal à 2 étages, le cadre légal d'abord, considérablement renforcé par le règlement sur les services numériques et son mécanisme de notice and takedown qui impose désormais aux plateformes des obligations de traitement et de motivation de leurs décisions. Pour les acteurs qui, comme nous, disposent du statut de signaleur de confiance, les signalements sont traités en priorité. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une affaire intéressante, Barrière contre Meta, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Ellie. Cette affaire a été tranchée par le tribunal judiciaire de Paris en janvier 2024 et confirmée en appel, qui a contraint la plateforme à mettre en place un filtrage dynamique sur la seule qualification d'intermédiaire de la contrefaçon, sans avoir à démontrer sa responsabilité propre. C'est un vrai basculement du retrait réactif avec ce qu'on appelle le stay down ciblé. Ensuite, pour les noms de domaine, nous mobilisons les procédures extrajudiciaires comme l'UDRP pour les extensions génériques, Cirelli ou Parlexpert pour le .fr auprès de la FNIC, ou une demande de suspension directement auprès du bureau d'enregistrement en cas d'abus manifeste. Le bon outil dépend donc toujours du cas d'espèce. Un faux site actif ne se traite pas comme un enregistrement de nom de domaine dormant. Enfin, identifier le vendeur, car retirer une annonce sans remonter à sa source ne fait que déplacer temporellement le problème. Alors, cela va passer par les obligations renforcées de connaissance du client imposées désormais aux plateformes, par l'achat test qui reste notre meilleur outil de preuve sur le terrain, et le cas échéant par une procédure judiciaire visant à obtenir l'identité complète du vendeur. Oui. D'ailleurs, dans le cadre de cette surveillance online, on peut se demander s'il est pertinent de surveiller et d'agir contre tout. Exactement. Comme nous l'avons vu, le secteur de la mode est le numéro 1 de l'e-commerce en valeur avec 2,6 milliards d'euros d'importation en France via des petits colis. Cette logique de volume a malheureusement un coût. Pour le maîtriser, il faut calibrer sa stratégie. Donc, côté online, calibrer sa stratégie veut dire accepter une chose. À ce niveau de volume, on ne traitera jamais chaque annonce individuellement. Il faut donc concentrer la surveillance sur les grossistes B2B plutôt que sur chaque revendeur isolé. Ce sont ces grossistes qui sont les véritables nœuds du réseau. Un seul grossiste identifié peut alimenter à lui des centaines de revendeurs en aval, aussi bien sur les marketplaces que sur les réseaux sociaux. On les repère à quelques signaux assez typiques, un catalogue anormalement large pour un compte récent, des quantités disponibles élevées, une tarification dégressive par palier de commande ou encore une offre multimarque incohérente avec un profil de particulier. Prioriser ces cibles à haute valeur, démultiplier l'effet de chaque signalement ou achat test exactement dans la logique du aim at the nodes que nous évoquions à l'étape précédente. Et cette même logique de calibrage doit évidemment se retrouver sur le terrain. Oui, bien sûr. Au niveau offline, il est également essentiel de calibrer sa stratégie pour maîtriser les volumes des saisies et les coûts opérationnels qui en découlent. Donc, plusieurs leviers peuvent être activés. Le premier consiste à définir précisément le périmètre géographique du dispositif de protection. Cela peut sembler évident, mais cette logique s'applique même au sein de l'Union européenne. Donc, plutôt que de couvrir systématiquement les 27 États membres, il peut être pertinent de concentrer les moyens sur les principaux points d'entrée des marchandises, qu'il s'agisse de certains grands ports européens ou de corridors logistiques particulièrement exposés. Donc, l'objectif ici est de concentrer les ressources là où le risque est le plus important. Le deuxième levier consiste à fixer des seuils d'intervention et donc d'informer les autorités que le titulaire des droits ne souhaite pas agir en dessous de certaines quantités. En pratique, nous constatons que ces seuils ne sont pas toujours appliqués de manière uniforme et c'est pour cela que la formation des autorités reste essentielle. Et naturellement, cette approche des seuils implique d'accepter un certain niveau de tolérance vis-à-vis des atteintes de moindre ampleur et donc n'est pas compatible avec une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la contrefaçon. En revanche, en Union européenne, il existe aussi un autre outil particulièrement adapté à l'explosion du e-commerce, qui est la procédure des petits envois. Cette procédure permet d'autoriser les douanes à détruire directement de faibles quantités de marchandises contrefaisantes, expédiées par voie postale ou par fret express,
sans solliciter une validation préalable du titulaire des droits. Et les douanes y sont naturellement très favorables, car cette procédure leur permet d'absorber beaucoup plus efficacement les volumes liés au e-commerce. À cet égard, on a un exemple, les données de l'OCDE montrent que dans le secteur de la chaussure, près de 70% des contrefaçons sont acheminées par voie postale et que 90% des saisies concernent des colis contenant moins de 10 paires. Donc, sans une stratégie adaptée à ce trafic fourmi, la gestion des volumes devient rapidement intenable, tant pour les titulaires des droits que pour les autorités chargées de l'enforcement. Et nous en arrivons maintenant au point essentiel d'une bonne stratégie de protection contre les contrefaçons, qui est la création d'un cercle vertueux entre le en ligne et le terrain. L'idée fondamentale est que la donnée collectée en ligne devient un véritable outil de renseignement pour les actions de terrain. En identifiant un grossiste en ligne en Chine, nous ne retirons pas une annonce, nous créons une cible à haute valeur pour une action sur le terrain. Ce cercle fonctionne aussi dans l'autre sens. Une saisie douanière ou une intervention de la police nous livre des informations précieuses sur un vendeur que nous réutilisons pour retrouver et démanteler sa présence en ligne, en remontant la piste de ces différents comptes et sites. Tout à fait. Et cette étroite collaboration peut résoudre aussi des problèmes encore plus complexes. Prenons un autre exemple. Lors d'une enquête en Chine, nous avions identifié un atelier produisant des contrefaçons donc nues. On pouvait alors penser à ce moment-là qu'un raid avec l'AMR était exclu en l'absence de violation de la marque habituellement apposée à proprement parler. Et c'est là que le online intervient, puisqu'avec des investigations en ligne parallèles et des achats tests, on a réussi à obtenir un produit marqué et le packaging contrefaisant, ce qui nous a permis de déclencher le raid avec succès. Donc cet exemple montre bien que le online et le terrain ne doivent pas être envisagés comme deux dispositifs distincts, mais comme deux composantes d'une même stratégie. Et voilà pour ce tour d'horizon. Le temps va manquer pour prendre des questions, mais si vous en avez ou si vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire en ligne de notre site internet novagraph.com. Nous serons ravis d'auditer votre dispositif de lutte anti-contrefaçon actuel et de vous faire profiter d'une démonstration gratuite de notre solution de surveillance des marques en ligne qui couvre 6 modules, à savoir les réseaux sociaux, les marketplaces, les noms de domaine, les contenus web, les applications et les annonces payantes. Oui, un grand merci pour votre attention. Vous recevrez sous peu un email vous permettant de visionner ce webinaire, ainsi que la présentation PowerPoint. Et n'oubliez pas de vous inscrire au dernier webinaire de cette trilogie dédié à l'alcool. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site internet et nous serons ravis de vous y retrouver.